Et si le mauvais goût n'était qu'une norme imposée? Jean-Paul Gaultier n'a jamais eu peur d'embrasser l'excès, de tordre les codes du genre, de transformer les stars de télé-réalité en égérie ou de faire défiler les corps hors normes. À travers 5 chapitres, Instant Mode revient sur celui qui a retourné la mode comme un corset. Mode. Instant Mode. Instant mode. Instant Mode. Instant mode. Instant mode. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une figure emblématique de la mode française, une figure qui a une importance particulière pour moi, à mon goût, vraiment dans le milieu de la mode. Et dans les codes de la mode surtout. Et dans les codes de la mode, exactement. On va parler de Jean-Paul Gaultier. Ah, j'avais hâte de faire ce podcast parce que c'est vraiment un couturier qui m'inspire et qui m'attire beaucoup parce que je me relate beaucoup à sa personnalité, aussi le fait qu'il soit gay, ça fait beaucoup, et à toutes ses idéaux. Et je t'avoue quand même que Jean-Paul Gaultier, c'est l'antipode de la clean girl qu'on a actuellement, que j'ai vraiment, même si toi, je sais que tu aimes beaucoup ça, j'ai vraiment hâte qu'elle parte. La clean girl, l'ère clean girl. J'ai envie d'une ère Kylie Jenner. 2015. Bon, ce qui est rassurant, c'est que, comme tu as dit, c'est une era. C'est certainement pas quelque chose qui va rester. Tout est tendance. On a vu l'année passée, on était sur les choses très opulentes. Là, on revient sur quelque chose de beaucoup plus épuré, beaucoup plus clean girl. Et c'est vrai que du coup, Jean-Paul Gaultier, il s'est quand même un petit peu adapté. On le voit un peu au niveau des publicités, de tout ça, qu'il a mis ce côté un petit peu excentrique au placard, si je peux dire ça comme ça. Oui, c'est un peu calmé avec les années, ouais. Mais ce qui est pas plus mal, parce que c'est vrai que je trouve que ça donne un nouveau souffle à la marque, et puis, mais tout en gardant toujours son identité, donc ça reste toujours très intéressant. Pour moi, c'est important qu'un créateur il garde vraiment son identité et son ADN. C'est ça qui fait la force d'une marque. Ouais. Et on a vu que les marques qui tentent des renouveaux, souvent se cassent la figure et puis viennent à disparaître. C'est arrivé à pas mal de marques. Ouais. Là, on l'a vu chez Balenciaga. Balenciaga, ça fait un moment qu'ils essayent de remonter la pente, mais pour moi, ils n'y arrivent pas. Donc, on verra ce que va donner justement ce chamboulement de Balenciaga. D'ailleurs, petit sujet un peu à part, mais on verra ce que ces changements qui vont arriver cette année, si ça va un petit peu relancer la marque. Vous avez pu remarquer qu'on est dans un autre décor parce qu'on est chez Anaëlle aujourd'hui. On va, je pense, faire plusieurs podcasts un petit peu entre chez elle, chez moi, le studio, pour un petit peu diversifier tout ça. Donc là, vous allez sûrement entendre soit des chats, soit des chiens, soit voir l'arrivée de Windsor. Enfin, comme ça amène un petit peu de vie, puis vous êtes un petit peu au courant. Donc Anaëlle, explique-nous comment cette histoire de Jean-Paul Gaultier. Alors Jean-Paul Gaultier, son amour pour la mode lui vient très très jeune, puisque ça a toujours été un peu une vocation. Donc son amour pour la mode a commencé avec le film Falbala. Je voulais faire ce métier, j'avais vu un film qui s'appelait Falbala et qui m'a montré le chemin. Je voulais faire donc des défilés de la mode, mais pour moi c'était des défilés comme dans le film, des mannequins qui marchaient, qui étaient comme des héroïnes. Oui, tout à fait, ouais. Et pas que, vu qu'il y a aussi un autre élément très très important qui est sa grand-maman. Oui, sa grand-maman, il en parle beaucoup. Il ne parle plus de sa grand-maman que de ses parents. Oui, exactement. Et ça me fait penser un petit peu à l'histoire de Jacques Mus, finalement, où c'est qu'on parle beaucoup de la grand-maman. Sa grand-maman, ça a été un petit peu sa muse, ça a été un petit peu son exemple. Et c'est vrai qu'il parle de sa grand-maman comme une personne très chic, comme une personne relativement extravagante, assez excentrique. Un peu plus magique, il disait, parce que j'ai entendu et vu, parce que maintenant on peut dire vu finalement, un interview de lui où on lui posait la question, mais tu parles beaucoup de ta grand-maman, mais tu parles pas beaucoup de tes parents. Pourquoi, en fait? Et puis il disait, en fait, mes parents, je les aime beaucoup. Ils m'ont toujours accepté comme je suis. C'est tout très bien passé de mes parents. Il est issu d'un milieu lambda, modeste, mais pas... voilà. Et il disait, en fait, ma grand-maman, par contre, elle a ce côté magie, un peu showbiz qui fait un peu parler finalement. Et moi, j'adore quand il parle de sa grand-maman parce que pour moi, Jean-Paul Gaultier, c'est un homme à muse. Oui. Et ma grand-mère, elle me laissait vraiment la liberté totale. Comme j'étais fils unique, je restais donc chez elle les jeudis, qui était le jour où il n'y avait pas d'école, et je pouvais voir la télé comme je voulais, la télévision, même des choses qui n'étaient pas pour les enfants, qui étaient interdites aux enfants. Je l'ai fait dans une collection en 81. J'ai commencé à faire des corsets, des robes corsets.
Ça aussi, c'est une chose que je dois à ma grand-mère, puisque ma grand-mère, comment avait elle-même un corset. C'est comme ma grand-mère, même, je pense une fois, sentant peut-être que je pouvais être homosexuel, m'a passé un livre où ça montrait ce genre de choses-là. C'est vraiment, il a eu tellement de muses. On reviendra sur un chapitre dédié aux muses. Mais il a commencé justement avec sa première muse qui a été Nana. Nana, qui, pour ceux qui connaissent, est son ourson. Son ourson, pour qui il a fait en fait ses premiers croquis, ses premières tenues. Ses premiers modèles, ouais, tout à fait. Modèles. Et moi, il y a une petite anecdote qui me fait beaucoup sourire et que j'aime beaucoup sur Jean-Paul Gaultier avec justement cette toute première muse Nana, c'est que il rêvait d'avoir une poupée. Mais que à l'époque était un petit peu compliqué et que c'était un petit peu le début où les combats pour l'homosexualité se faisaient, les combats pour le féminisme se faisaient. Et il lui a mis des implants, mais pas n'importe quel implant. Il lui a mis des implants coniques, donc le fameux soutien-gorge conique qu'on croit qui a été fait pour Madonna, en fait a été fait pour Nana. Nana, si vous voulez, c'est-à-dire que je voulais avoir une poupée, mais mes parents trouvaient que pour un garçon c'était peut-être pas ce qu'il y avait de mieux. Voilà. Donc, moi, du coup, j'ai fait des implants, ma mère, à mon ours, c'est-à-dire des seins coniques avec du carton. Les premiers seins coniques. Alors, on dit que je l'ai fait pour Madonna, pas du tout. Je l'ai fait pour mon ours d'abord. Ce que j'apprécie énormément chez Jean-Paul Gaultier, c'est que c'est un créateur autodidacte. Il n'a pas du tout fait d'école, comme on l'avait dit pour Saint-Laurent, comme on le dira prochainement peut-être pour Karl Lagerfeld, parce que c'est aussi un sujet qui nous intéresse. C'est quelqu'un de très autodidacte, puis il explique en fait comment il a commencé à apprendre tout ce qui est mode et à se forger une opinion. C'est que il lisait beaucoup les magazines. Il s'inspirait beaucoup des magazines et ce que je trouve hyper chou comme histoire, c'est que il se lançait des petits défis. Typiquement, pour reprendre, pour faire une petite boucle, c'est que il a vu un article, je donne un exemple un petit peu de chiffres un peu aléatoire comme exemple, il a dit j'ai vu Pierre Cardin a fait une nouvelle collection de 300 pièces et du coup lui qu'est-ce qu'il s'est dit il s'est dit je vais me lancer le défi de faire la même chose que Pierre Cardin en dessinant 300 looks mais en faisant un ou deux de plus, donc 301, 302 et c'est comme ça en fait un petit peu qu'il s'est entraîné et à l'âge de 18 ans, il s'est dit en fait que c'était le moment finalement de rentrer dans la vie active. Je ne sais plus s'il avait voulu essayer de rentrer dans une école, mais qu'il n'a pas réussi à rentrer dans une école. Mais bref, chose c'est que vu qu'il était assez timide, il ne se voyait pas sonner aux portes des maisons de haute couture ou chez les créateurs pour demander de job. Il a fait quoi ? Il a pris ses croquis, il a envoyé ses croquis à toutes les maisons de couture de l'époque. Et un jour, il reçoit un téléphone, Pierre Cardin lui propose du job à l'âge de 18 ans. Et c'est un petit peu ce qui, en soi, a lancé sa carrière. Il a rentré dans le milieu. Et puis, on ne va pas déblatérer 3 heures au niveau de chez qui il a travaillé, de camp à camp. Jean-Paul Gaultier, finalement, commence à naître à cet âge-là. Il commence vraiment sa carrière donc chez Pierre Cardin, ouais. à ses côtés. Et après, il commence vraiment donc, ses premiers défilés. En 1976, on a le premier défilé de Jean-Paul Gaultier, en son nom exactement. Ensuite, en 1983, on a la collection Boy Toy. On vous mettra aussi toujours un petit peu des images et des images, exactement. J'adore ce nom d'ailleurs. Pour moi, c'est très précurseur de ce qui va devenir Jean-Paul Gaultier d'après, quoi. C'est très avant-garde, c'est très cuir, c'est très l'homme en avant. C'est rare qu'on ait eu autant l'homme en avant avant Jean-Paul Gaultier. Ouais, c'est ça, j'allais dire. C'est vraiment Jean-Paul Gaultier, pour moi, qui a toujours justement poussé ce côté très masculin, mais même, j'ai envie de dire, tu sais, même dans ses looks masculins, il apportait toujours ce côté un peu féminin. Il a toujours fait la même chose avec les femmes. C'est ce que j'allais te dire, c'est ce que j'aime chez Jean-Paul Gaultier, c'est qu'il a une image de l'homme macho, mais gay. À la fois ultra gay. Ouais, pour moi, c'est tellement visuellement intéressant. On le voit avec le mâle, on le voit avec toutes ces DA, ces Marcel, les marinières, mais on le voit chez la femme aussi, avec tous ces looks, comme tu disais, masculin, féminin et tout ça. Donc, c'est vrai que j'aime beaucoup le nom de ce défilé-là. Et tu sais, ce que je pense aussi, c'est qu'il essaye d'adoucir l'image de l'homme. Ouais.
Jean-Paul Gaultier, enfin, l'image de l'homme Jean-Paul Gaultier, l'idéal Jean-Paul Gaultier. Hein. Ouais, tout à fait. Et il essaye de dévergonder la femme. Ouais, tout à fait. Tu vois, je sais ouais. pas si je peux dire ça comme ça, mais de casser les codes de la femme en la rendant plus fofolle, plus excentrique, tout ce que à cette époque on voyait pas. On pouvait rendre la femme un peu plus imposante avec Yves Saint Laurent, la femme un peu plus indépendante avec Chanel, Oui, ouais. mais ce côté extravagant, c'est lui qui l'apporte finalement. Tout à fait, tout à fait. Puis tu l'as si bien dit, tu as dit Yves Saint Laurent, tu as dit Chanel. On profite, si vous nous découvrez pour la première fois sur cette vidéo, on vous mettra dans la description les liens en fait des premiers histoires d'eux, donc de Gabrielle Chanel et de Yves Saint Laurent, comme ça si ça vous donne envie d'aller un petit peu plus loin. Donc continuons en fait un petit peu avec ces défilés marquants de début de carrière. En 1980, en 1909... Non, tu peux dire le 84, Anaëlle, vas-y. Ah ok. Oui. Ah. Non mais tu voulais te reprendre en disant 84 ? Ouais. Vas-y. En 84, La compréhension totale. Vas-y, en 84. En 84, on a le défilé Et Dieu créa l'homme, qui a été aussi un très très beau défilé. Et en 1985, A Wardrobe for Two, qui est aussi. C'est le premier défilé unisexe. Ouais. Tu vois, on parlait de justement l'homme-femme et il fait son premier défilé unisexe. Je veux pas me mouiller beaucoup, mais je pense que c'est un des précurseurs qui a lancé ça. Et on le voit. En 2025, les collections unisexes, c'est quelque chose qui marche, c'est enfin ancré, mais on t'a dit quoi, en 1885 85 Ouais, 85. Ça devait être vraiment une révolution, quoi. C'est surtout qu'il faisait une chose, contrairement aux autres qui créaient vraiment des collections féminines, des collections masculines. Lui, il a toujours essayé de faire ce mix des deux et de finalement faire en sorte qu'ils se ressemblent. Ouais. Tu vois, la marinière, on avait la marinière chez l'homme, on avait la marinière chez l'homme, on avait la marinière chez la femme. Ouais. Et puis, quand tu regardes, même à l'heure actuelle, dans ces collections et dans les défilés qu'on peut voir, ou alors aussi encore beaucoup dans la publicité Jean-Paul Gaultier, en fait, je ne sais pas s'il commence par l'homme ou par la femme, mais il décalque ce qu'il fait chez l'un, chez l'autre. Il y a toujours une grande cohérence entre les deux, ce qui fait vraiment ce côté un peu binôme. Et je trouve que là, le nom du défilé, du coup, est magnifique par rapport à justement à la prouesse de son défilé, oui. à ce qu'il a mis en avant lors de ce défilé. À la politique qu'il y a autour de ce défilé. Exactement. C'est vraiment une garde-robe pour deux. C'est vraiment ce que la société actuelle aspire à être. Alors, je parle de manière générale dans l'évolution de certains genres. Mais pour moi, c'est même aussi un peu précurseur sur le côté gender fluide. Tu vois ? Toutes ces personnes qui potentiellement se considèrent comme non-binaires ou se considèrent comme gender fluide, autant hommes que femmes. Enfin, je trouve qu'il y a un petit peu cet aspect mode. Alors, je pense pas forcément que c'était son idée de base, mais là, à l'heure actuelle, pourquoi il reste autant dans la tendance et dans le vif du sujet, c'est que politiquement parlant, il est dans l'air du temps 40 ans avant. Ça, c'est sûr. Et finalement... Enfin, je pense que je vais l'apprendre à personne, mais il n'y a pas de vêtements de femme, il n'y a pas de vêtements d'homme, il n'y a pas de couleur pour femme ou de couleur pour homme, il n'y a pas d'odeur. Et ça aussi, dans le parfum, c'est quelque chose que je me battais toujours à dire à mes clients, c'est que quand on venait chez moi pour me dire « j'aimerais sentir ce parfum », puis moi, je montrais des choses et puis on me disait « ah mais ça, c'est un parfum d'homme ». Depuis quand il y a des parfums pour hommes et depuis quand il y a des odeurs d'hommes et des odeurs de femmes? Ouais, non, mais c'est nous qui avons, c'est le marketing qui a créé ces cases. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est important d'ouvrir finalement ses idées au fait que tout peut être porté par des femmes ou par des hommes, que toutes les couleurs, le rose n'est pas forcément porté que par les femmes. Et ça, c'est un truc qui est enfin un peu qu'on ancré essaye de dire depuis la nuit des temps. Et je pense que là, justement, il était dans le juste à ce niveau-là. Oui, c'est ça. Et puis moi, j'ai envie de rebondir. On a parlé un petit peu avant du défilé Boy Toy. Et il y a quand même une chose qu'il a intégrée dans ce défilé qui, à l'heure d'aujourd'hui, commence enfin un petit peu à prendre ses marques et que même moi, je vais être franc, même moi qui rêverais en porter, je n'arrive toujours pas à le faire. C'est qu'il a
en fait fait la première jupe homme. Alors certes, c'était très inspiré des kilts, mais là, on le voit surtout avec les réseaux sociaux, avec TikTok, avec tous ces profils justement d'hommes qui s'habillent dans les rayons femmes. C'est même mis en avant, tu sais. Oui. Le fait de s'habiller dans le rayon opposé ou de ne pas faire de différenciation. Et la jupe, elle s'intègre gentiment un petit peu dans le dress code masculin, de manière très subtile. Mais je t'avoue quand même que j'ai hâte qu'elle s'intègre vraiment, rien qu'au niveau du confort. Là, on va entamer la période estivale. Oh, mais comment je vous envie quand vous êtes en jupe ou en robe. Mais c'est tellement agréable. Mais est-ce que tu penses vraiment que c'est quelque chose qui va prendre une place oui, ça peut prendre importante. Une place. Tu sais pourquoi je me dis que gentiment, elle va pouvoir prendre une place. Je te donne un exemple un petit peu concret de visuel. Tu prends les Bermudas longs, très oversize qu'on a en ce moment, qui matchent de ouf. Quand quelqu'un marche dans la rue ou prend une photo avec les jambes pas forcément très écartées, ça donne vraiment cet effet jupe, tu vois. Du coup, je pense qu'il y a certaines personnes qui vont se sentir très à l'aise de pouvoir mettre des jupes qui donneront un petit peu ce même effet en photo et tout ça, peut-être pas forcément dans la vie de tous les jours. Puis, de fil en aiguille, je me dis que ça peut potentiellement revenir dedans. Après, on aura toujours, comme tout, des extrêmes qui seront contre, qui seront pour. Enfin, pour moi, il y a manière subtile de la porter. Du moment que ça match avec ta... J'ai tellement de choses à dire avec lui. Du moment que ça marche avec ta personnalité, ça, je reviendrai un petit peu après quand on parlera de ses muses, sur sa vision des personnalités, des gens, de la beauté et tout ça. Mais je sais plus où je voulais en venir, en fait, finalement. On parlait de la jupe, je te demandais justement, est-ce que tu penses dedans. Que c'est vraiment... Oui, les extrêmes, voilà. Voilà. Les extrêmes, et lui, il le dit souvent aussi dans ses interviews. Typiquement, Jean-Paul Gaultier aime les féministes, mais il n'aime pas les féministes dans l'extrême. Tu vois, il a beaucoup mis en avant la poitrine, il a tout cet attrait au niveau de la poitrine. Il avait même fait, en fait, un moment, c'est pas une collection, mais un petit peu un mouvement sur le téton. Libérer le téton. Je crois pas que c'était libérer le téton, je crois que c'était un autre terme, mais... Des mannequins défilaient aussi avec ce message, c'était téton libre. Oui, ouais. Mais oui aussi, parce que alors là c'est l'inverse. Alors moi qui prône le corset pointu, là je dis non, le téton libre, parce que d'un seul coup c'est comme un retour justement. Là, non mais c'est vous avez remarqué sur les plages d'ailleurs, il y en a de moins en moins. Oui, de moins en moins. Et en plus de ça, là c'est aux États-Unis, une jeune fille qui portait un t-shirt sans soutien-gorge, et du coup on sentait son téton qui a été carrément viré. Mais c'est dément, quoi. C'est absolument hallucinant. Où va-t-on? Là, c'est une perversité même de voir quelque chose de mal là. Alors, il y a une chose qui est importante, je me permets juste de te couper là-dessus. J'adore quand tu me coupes. C'est que Jean-Paul Gaultier, il n'a jamais milité ouvertement. Non, c'est vrai. Sur ses idées. Il a toujours essayé de faire passer les messages, justement, à travers son travail, de manière un peu plus subtile, et aussi à travers des personnes qu'il choisissait, mais il n'a jamais milité ouvertement. Il était très féministe, mais il l'a jamais dit de vive voix face caméra ou écrit dans un interview, etc. Il n'a jamais dit « je suis féministe ». Non, c'est clair, on le sait. Mais c'est pour ça que tu parlais justement avec le téton. Avec les tétons apparents, ouais. Libérer le téton. Ouais, voilà. En fait, c'est l'opposé de son soutien-gorge conique. Il a eu cette idée des tétons apparents. Enfin, je trouve ça vraiment intéressant parce qu'en fait, il tente plein de trucs. Il a tenté plein de trucs. Tu vois que c'est quelqu'un qui a essayé. Il a même essayé la chanson. Il a fait aussi des spectacles, il a eu sa propre expo, enfin il a fait plein de choses. Puis toi, ça me donne envie en fait on s'éloigne totalement de la structure du podcast, mais j'adore cette discussion comme elle est en train de prendre vie. Tu as dit qu'il ne mettait pas en avant ses idéaux tels quels avec les mots. Un exemple très concret, on a Francis, c'est juste son premier amour, son vrai amour avec qui il a créé Jean-Paul Gaultier. Ils sont partis de rien, ils ont osé ensemble. Il disait justement aussi le fait de n'avoir rien et de créer sa maison de couture te fait oser aller dans la créativité. Tandis que si tu as déjà une base de quelque chose, tu te renfermes un petit peu aussi dans cette créativité-là. Ce qui, je pense, aussi a bien aidé à Parce que les définir. gens ont une certaine attente. Et puis, du moment où tu as un public, où tu as une audience, tu peux plus te permettre de perdre cette audience-là. Ouais, totalement.
Ouais, non, mais c'est clair. Et en parlant de Francis, il parlait de ces histoires-là. C'est quand même le plus grand chagrin de sa vie où il est décédé après 15 ans de relation du sida. Ce qui lui a permis de mettre en avant ses convictions sur le sida, mais sans en faire un statement point ou j'en sais rien quoi. Je ne sais pas du tout comment appeler ça. Et c'est ça que je trouve cool, c'est qu'en fait, sa vie à lui a créé, en fait, gentiment dans sa carrière, ses idéaux. Et ça a beaucoup influencé la personne qu'il est, ça a beaucoup influencé plein de choses. Puis quand il écoutait parler du drame de sa vie, de ses 15 ans de relation avec son... Je ne sais pas s'ils avaient été mariés ou pacsés. Non, je crois pas. Je pense pas, le mariage n'était pas encore open. Je crois pas, ouais. En tout cas, il parle vraiment de lui dans les informations que j'ai pu trouver. Il parle de lui comme son conjoint, quoi. J'ai connu Francis, qui, lui non plus, n'avait pas d'argent, mais était très brillant, très talentueux, créatif aussi. Votre compagnon pendant 15 ans. Oui, pendant 15 ans. Et qui m'a donné le souffle pour commencer, pour qu'on fasse ensemble, en effet, tous les deux, qu'on fasse cette aventure de faire une collection. On a plongé ensemble, sans argent, avec rien, ce qui est merveilleux. Parce que justement, je crois que quand on commence avec rien, on trouve des idées, bien plus d'idées, on est bien plus créatif. Et ça vous donne aussi une confiance entre ce qu'on est en train de faire. Donc on a plongé ensemble et puis après on s'est mis à nager. Voilà, donc Oui, puis toi tu disais à l'heure actuelle... À l'heure actuelle, il est en couple depuis, je crois, 12 ans, il me semble. Ah ouais. Oh non, vraiment beaucoup de temps. Mais il s'est jamais affiché publiquement avec cette personne, tout simplement parce que, en fait, il le dit encore que Francis, c'est l'amour de sa vie. Ouais, puis c'est son grand chagrin. Et il n'arrive pas à passer au-delà de son image avec ce fameux Francis. Ouais, parce que quand il l'écoutait parler de Francis et de son décès et de son chagrin qu'il avait, je me suis mis 2 secondes. Et en plus, c'est un passage quand j'étais dans la voiture, là, en venant ici. Je me suis mis 2 secondes à sa place. Là, ça va faire 10 ans que je suis avec Thierry. Je me suis dit, si là, maintenant, il viendrait à décéder d'une maladie... Mais en fait, clairement, ça serait le chagrin de ma vie. Et je sais pas à quel point ça pourrait donner un tournant de ma vie, tu vois. Eux, ils ont créé cette maison de couture. Donc, ils veulent aller de l'avant avec cette maison de couture. Ils se sont fait connaître. Nous, on a des choses plus petites à notre échelle, tu vois. Typiquement, on a notre maison, on a créé notre famille. Et ouais, c'est là je me suis mis à sa place 2 secondes et je me suis dit, oh, quelle horreur, en fait. Ouais, c'est clair que même, je pense, 30 ans après, je serais encore dans le deuil, quoi. Mais je pense que c'est la situation dans laquelle il est. Je pense que c'est aussi cette situation qu'il a... Enfin, en fait, que sa force... Elle s'est puisée aussi. Elle s'est beaucoup puisée là-dedans. Ouais, dans ce chagrin, dans cette peine, dans cette douleur. On l'a vu aussi, je reviens dessus, mais avec Gabrielle Chanel, ça a été aussi le cas. Avec Yves Saint-Laurent et avec Pierre Berger... C'est vrai que le chagrin est très présent chez nos grands couturiers français. Hein. Ouais. C'est un peu le chagrin d'amour, Paris, on dirait un peu la l'épicentre, France. comme ça, un épicentre, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais... Ouais, je vois pas ce que tu veux dire avec épicentre, en fait. Épicentre, peut-être que je suis dans un mauvais mot, peut-être que je l'utilise pas de la bonne manière. Un peu un... Le fil rouge de ses créateurs. Ouais, exactement. Ouais, c'est vrai. Des créateurs français, Pour moi, une culture parisienne, un idéal parisien. Ouais. La ville de l'amour. Bien entendu, on ne peut pas parler de Jean-Paul Gaultier sans aborder le sujet Madonna. Ça a été vraiment pour moi, ça a été vraiment une de ses muses principales, Madonna. Ça a été... Je pense qu'il avait... Il faut que j'arrête de dire il avait. Je pense qu'il a comme une sorte un petit peu d'obsession pour cette personne, parce qu'ils se ressemblent beaucoup, parce qu'ils partagent aussi énormément de sujets, d'idéal, de comment je peux dire ça, ils partagent des... En fait, c'est un peu, il le dit dans les interviews, que c'est un peu sa jumelle. Dans l'autre sens, sa jumelle féminine avec tous ces attraits que lui, il a sur le côté féminin, que Madonna, elle a sur le côté masculin. Ouais, exactement. Ouais, c'est vraiment ça. Et c'est, pour moi, je pense, la collaboration qui l'a fait connaître du grand public énormément. Ça lui a fait une réputation de malade mental. C'est vraiment un truc de ouf avec Madonna, quoi. Il a beaucoup collaboré avec elle. Il a commencé un peu avec ses soutien-gorge cône, comme on l'a déjà mentionné.
Mais ouais. Et je pense qu'au-delà d'avoir été son styliste sur beaucoup d'événements, il l'a beaucoup habillé. Je pense qu'au-delà de ça, il y a vraiment un lien d'amitié qui s'est créé entre eux, un lien peut-être même plus fort que de l'amitié, qui fait qu'on les a énormément vus ensemble et puis qu'il est vraiment aussi rentré pour moi dans une catégorie dont il n'était peut-être pas forcément avant. Peut-être. C'est vrai que j'ai pas analysé le avant-après Madonna, mais il y a une fascination de la part de Jean-Paul Gaultier pour Madonna. Et fun fact, c'est que Jean-Paul Gaultier, il a demandé 3 fois Madonna en mariage. Alors, elle a refusé les 3 fois, mais pour lui, c'était un petit peu le plus beau cadeau qu'il pouvait lui faire. C'était une demande en mariage qui s'avère finalement pas forcément un bon cadeau. Puis dans un des interviews, ce qui me tue, c'est qu'il y a une des intervieweuses, que je sais pas qui c'est d'ailleurs, qui lui dit oui, mais il y aurait, même si ce mariage avait eu lieu, ça aurait été un mariage platonique, parce qu'il y aurait eu un problème de sexualité finalement. Puis il a sorti, et ça me tue, il a dit oui, mais finalement, peut-être que ça se serait fait parce que Madonna, elle a ce côté macho qui m'excite. Et ça, je trouve ça trop drôle. Elle a une partie de sa personnalité très masculine et qui fait aussi son personnage. Et je peux comprendre qu'un homme comme Jean-Paul Gaultier puisse peut-être être attiré par ce style de personnalité-là. Et moi, je suis profondément convaincue que justement, c'était un lien plus fort qu'un lien d'amitié qui les a unis pendant longtemps. Oui, puis elle peut dire clairement merci à Jean-Paul Gaultier parce que tu l'as si bien dit avant que quand j'étais en train de remettre l'appareil en photo. Est-ce que tu vois de quoi je parle? Oui, exactement. Je pense que le corset qu'il a créé pour Madonna, donc ce fameux corset conique, alors que tu as dit qu'il avait de base créé pour Nana, sa fameuse peluche, mais qu'il a ensuite créé pour Madonna, pour moi, c'est vraiment devenu l'identité même de Madonna. Quand on parle d'elle, pour moi, on la voit avec ce corset. Si on devrait dessiner maintenant une caricature de Madonna, on la dessinerait avec ce fameux corset conique. Oui, c'est ça. C'est une pièce tellement forte, c'est une pièce qui a aussi beaucoup d'histoire, mais c'est aussi une pièce qui lui allait tellement bien. Oui, de ouf. Ça lui donnait cet aspect de pouvoir. Vraiment de pouvoir. Très imposant. Elle avait cette aura-là, finalement, et ce que je pense que Jean-Paul a beaucoup aimé... Jean-Paul, c'est trop mon pote ou quoi? Comment tu dis ça? Que Jean-Paul Gaultier, il était attiré finalement par ça, et elle a cette aura-là. Et elle ose surtout, c'est la personne qui va oser, et c'est la personne qui aura la meilleure attitude pour le porter, parce que bien entendu, pour ce type de pièce... Un créateur apprécie toujours d'avoir quelqu'un qui va pouvoir définir une pièce et puis créer un univers, une éra autour d'une pièce. Et je pense que Madonna, c'était clairement la meilleure personne pour adopter cette pièce-là. Oui, puis après, lui, il a beaucoup joué là-dessus parce qu'il y a aussi un autre look que je vais vous mettre en photo, mais malheureusement qu'on va devoir flouter comme jamais parce que il a fait un look de Madonna avec un espèce de pantalon de costard avec des bretelles en une pièce, sauf que les bretelles, elles passent entre les seins. Et elle met les seins en valeur. Voilà, et elle met sa poitrine en avant. Et ça rejoint un peu ces deux échos qu'on parlait au début du podcast. Le fameux soutif iconique et le free the nipples, le côté un petit peu, sans le dire, soutien féministe. Un peu. Je pense qu'il doit avoir un peu des messages comme ça qui sont cachés. Peut-être que c'est pas du tout le cas parce que j'ai l'impression de faire une analyse de texte où je cherche des réponses à tout. Puis ça se trouve, vu que c'est quelqu'un de très spontané, ça se trouve, en fait, il avait juste ce jour-là envie de lui mettre les seins à l'air, quoi. Non, mais il est quand même connu justement pour apporter en fait ses idées sur ses créations, sur ses défilés, sans justement les dire. Il y a quand même beaucoup de messages à travers ça. Oui. Il est connu pour ça. On le voit dans énormément d'articles, en tout cas dans toutes les recherches que j'ai pu faire, on parle beaucoup justement de son côté féministe, de son côté militant, mais à travers ses pièces. Ouais, tout à fait. À travers sa créativité. Et on vient aussi sur le sujet des choix des personnes qu'il veut mettre en avant, des choix des personnes qu'il fait défiler. Ça a été le premier à mettre en avant les mannequins transgenres, ça a été le premier à mettre en avant beaucoup, par exemple, la femme en surpoids, les tatouages.
Ouais, c'est vrai qu'il avait ce côté très avant-garde. Et si on termine le sujet Madonna avec ça, c'est cette collaboration, elle a créé vraiment un moment. On a beaucoup utilisé au début du podcast le mot moment mode ou le moment. Et on le voit, c'est repris énormément dans le milieu des drag queens. On a beaucoup de looks qui sont inspirés de ça. On a plein de petites références à... Tu m'as parlé de Katy Perry aussi. C'est ça, justement. En fait, pour moi, c'est pas Jean-Paul Gaultier, mais c'est des inspirations qui, si Jean-Paul Gaultier ne l'avait pas forcément fait ce Cone Bra, en fait, il aurait peut-être jamais créé ces moments iconiques de Katy Perry quand elle a son fameux soutif cupcake qui gicle de la chantilly, quoi. T'imagines, il fait quand même quelque chose que personne n'a fait auparavant, il met en avant une poitrine. Alors que même quand on voit certains créateurs qui vont aborder la poitrine d'une manière un peu différente que Dior avec des corsets, où c'est qu'on aura tendance plutôt à les cacher pour essayer de rendre la chose un peu moins vulgaire. Je mets bien des guillemets, on est d'accord. On a par exemple Yves Saint Laurent qui peut faire des cols très plongeant, mais on va pas mettre en avant la poitrine. Là, il la met en avant comme une sculpture, comme limite son accessoire de mode. Et ça, il y a que lui qui l'a fait. Et pour moi, il y a que lui qui l'a réussi. On a beaucoup parlé de Madonna au niveau des muses de Jean-Paul Gaultier, on a parlé de Nana, son nounours, mais il y a beaucoup de personnalités en fait qui ont défilé pour Jean-Paul Gaultier. Mais ce que je trouve vraiment ultra... Oui, ta carte, elle est dans le bon sens. C'est maintenant devenu une psychose quand ça sert que ça soit dans le bon sens. On a en fait Jean-Paul Gaultier qui a une vision de la beauté qui est très avant-gardiste pour l'époque, qui a une vision du mannequin qui va au-delà des stéréotypes. Et pour introduire un petit peu sa vision de la beauté, et je trouvais ça cool, c'est que lors d'un interview, on lui demande quel est ton conseil pour être chic. Et là, il répond avoir une personnalité. En fait, être bien dans ton corps et avoir une personnalité. Et je trouve ça hyper dingue. Et après, en fait, il dérive sur tout un sujet où il dit que lui, en fait, grosse, fine, vieille, jeune, parce qu'il utilise beaucoup de personnes qui sont au-delà des standards des mannequins d'une vingtaine d'années, voire même moins. Il va vraiment utiliser en fait tout type de mannequin du moment qu'en fait cette personne va raconter une histoire et va le faire vibrer. Et c'est ça que je trouve vraiment beau et ce que je trouve intéressant dans sa vision de la mode. Puisqu'on dit qu'elles ne parlent pas, elles sont belles et elles doivent se taire, ce qui est totalement faux. Donc là, elle parle et elle montre qu'elle parle très bien. Et qui lui correspond aussi, et qui correspond à ses créations. Oui, tout à fait. À son art. Donc, on peut commencer, par exemple, avec Conchita Wurst, qui était la gagnante de l'Eurovision. J'avais beaucoup aimé, d'ailleurs. Et c'est vrai que là, on la voit arborer une magnifique robe noire. On a quelque chose de très sombre, avec des make-up très sombres aussi. Il est dans les codes Jean-Paul Gaultier. Oui, et dans un côté un peu plus classique aussi. Dans un côté plus classique. Après, on a aussi Nabila, qu'on connaît certainement tous, ou pour ceux qui ne connaissent pas, donc du coup, star de télé-réalité. Là, c'était vraiment quand elle était dans son... Dans le gros buzz, dans son gros buzz, exactement. C'est juste après ça, en fait. C'était vraiment à ce moment-là, en fait. Elle commençait à faire tous les tapis rouges, à faire beaucoup d'interviews, à passer beaucoup à la télé, etc. Ouais. Et là, on la voit justement alors, avec une attitude très tigresse, avec justement sa robe alors, noire. J'ai détesté sa manière de défiler et son... Mais... C'était too much, parce que je pense qu'il lui a demandé justement de jouer ce personnage. Elle n'est pas actrice, elle n'avait jamais fait de catwalk, donc c'est vrai que je pense qu'elle s'est prise un peu trop au sérieux sur ce personnage-là. Mais c'était la Nabila de l'époque, c'était la Nabila qu'on aimait bien, qui était un petit peu vulgaire, qui était un petit peu excentrique et tout ça. Et tu vois d'ailleurs, il y a la date. 2013. 2013, donc t'imagines, genre ça remonte vraiment. Oui, puis elle avait en fait, il a créé les looks. Il faut pas oublier que des fois des personnes nous écoutent sans regarder, c'est qu'il a créé des looks qui correspondent à la personne. Puis là, c'était vraiment une robe cintrée, ses seins étaient très imposants, du léopard, de la transparence. Enfin voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça va avec le personnage. Puis moi, avec ma référence de 2011 avec Valérie Lemercier, ça me tue parce que elle, c'est une actrice / humoriste, entre guillemets. C'est une folle. Moi, je la trouve folle. Elle me fait mourir de rire, elle est drôle. Il lui a fait une coupe de cheveux dans le vent. Alors après, la robe reste simple parce que c'est pas une icône mode. Valérie Lemercier, faut
faut dire ce qu'il est. Non, mais elle a une personnalité tellement forte que du coup, en fait, il a mis un vêtement un peu plus léger, un peu plus effacé pour laisser place justement à l'expression de son visage, de ses gestes, d'elle-même. Ouais, tout à fait, ouais. Non, c'est clair. C'est clair. Et le truc, c'est que ce qui est hyper intéressant, tu vois, tu l'as dit avec Nabila, il a fait entrer la télé-réalité dedans. Bon, c'est pas la première, tu nous donneras une autre référence de qui est venu sur le défilé, mais il a apporté des messages avec Conchita Wurst. C'était justement, je sais pas si Conchita Wurst, on la considère comme une drague, comme un gender fluide, un non-binaire. C'est pas une trans parce qu'il est vraiment garçon ou fille. Je sais pas dans quelle étiquette on a, mais un peu dans les icônes cuir, il en a beaucoup apporté. Et avec Beth Ditto, en 2010, il a fait ça et il a fait le Grand Chelem parce qu'en même temps, il a apporté vraiment une mannequin grosse. Vraiment grosse. Donc, c'est quand même très avant-garde où c'était dans les années où on était sur de la maigreur. Absolue. Ouais, même trop, c'était trop. Et lui, il apporte ça et il apporte tellement de personnalité. Moi, il y a aussi une personnalité que j'adore parce qu'elle est folle, mais elle est géniale. Elle fait partie des grosses têtes avec Laurent Ruquier. Et c'est Ariel Dombal. Et là, il l'a habillée d'un rouge flamboyant avec de la transparence, de cette petite brindille. Hyper opulent, j'adore. Un peu Castafiore. Ouais, ça va vraiment avec de nouvelles, ça va avec sa personnalité. On dirait qu'il crée vraiment comme une sorte de costume pour créer une sorte de créature un petit peu au moment du show, en fait. Ouais, tout à fait, ouais. Tu vois, vraiment de créer... je pense qu'il essaye on reparle encore une fois de moments, mais je pense qu'il essaye à chaque fois de créer des moments. Vraiment, contrairement aux autres créateurs qui choisissent des mannequins catwalk, donc qu'on connaît pas vraiment, hein, parce que ça reste un métier. On en a d'ailleurs, on a fait un podcast là-dessus, exactement, très intéressant. Et je pense que ça reprend un peu ça. C'est que là, lui, il va pas chercher justement à t'es professionnel, t'es pas professionnel, les casseroles que tu peux avoir aussi derrière toi, parce que Nabila, elle avait pas non plus une image de quelqu'un positif, mais c'est ce qui positive. avait fait parler à l'époque. C'est ce qui a fait parler. Et puis, il l'a bien compris. Après, on a aussi eu Loana, du coup, mais là, en 2002. Donc, bien avant Nabila. Bien avant Nabila. Là, elle était magnifique avec sa robe noire, très classe. On retrouve l'école de Jean-Paul Gaultier sur la transparence. Oui. Et clairement, il l'a pris parce qu'elle était dans un moment de buzz et parce qu'il a aimé sa personnalité. C'était une personne qui se faisait beaucoup... Elle était sulfureuse, elle se faisait beaucoup critiquer. Et je pense qu'il a justement toujours aimé ces personnes un petit peu qui avaient un peu le vilain petit canard. Encore deux muses très très cuir que j'adore justement et que, comme je disais, le fait qu'on soit... gay, c'est des personnalités qu'on aime trop. C'est Amanda Lear. Donc, elle coche toutes les cases. En plus, c'est quelqu'un qui est quand même... très excentrique et qui a un certain âge, et Rosie Di Palma qui aussi a une personnalité ultra marquée. Et moi je vais terminer du coup avec Dita Von Teese, qui est aussi une figure assez emblématique du burlesque, exactement, qui a aussi été avec Marilyn Manson. Je crois qu'à l'époque où elle avait été, exactement, avec une robe papillon, un corset papillon qui est absolument que je verrais incroyable. Très bien sur Bella Hadid à une after party du Met Gala. Totalement son délire. En parlant de dernier, le dernier défilé de Jean-Paul Gaultier a été fait en 2020. Après 50 ans de carrière, en fait, il se retire de Jean-Paul Gaultier, mais la marque ne s'arrête pas. La marque ne s'arrête pas parce qu'en fait, c'est donc la maison Jean-Paul Gaultier maintenant qui supervise et qui choisit en fait pour chaque collection un nouveau créateur. Donc en fait, c'est tout le temps des éditions un peu limitées, des collections vraiment uniques, avec un créateur qui est vraiment mis en avant. Et là, le dernier, justement, avec Ludovic de Saint-Cernin. Ton coup de cœur. Ouais, vraiment, j'ai adoré. Pourquoi ? Parce qu'il prend les codes cuir, pas de manière, comme on l'entend, très classique, avec des références au Disney, aux princesses Disney. Et j'avoue que ce côté très Disney, c'est quand même très gay. Et je trouve ça vraiment génial. Il y a des looks magnifiques. On va vous en mettre tout plein. Comme ça, vous pouvez un petit peu les regarder. Mais c'est vrai que il y avait ce côté un peu féerique, mais tout en restant quand même très chic et assez minimaliste. Oui, il fallait vraiment avoir la référence pour comprendre que c'était pas du costume, c'était pas du littéral. Mais pour moi, c'était un bel hommage à Gaultier en s'inspirant de lui sans forcément être Jean-Paul Gaultier.
Mode. Instant mode. Instant mode. Instant mode. Instant mode.